Bonjour à tous. Donc, comme on vient de le dire, on va parler plus particulièrement ici de caméras de surveillance. Donc, on va y aller un petit peu simplement. Donc, introduction, présentation, qu'est-ce que c'est que la vidéosurveillance, où est-ce qu'on la trouve, comment ça marche, quels sont les principes de base. Et ensuite, on va aller un petit peu dans quels sont les phénomènes optiques qu'on va pouvoir utiliser dans la vidéosurveillance, dans les systèmes de caméras, pour soit masquer ce qu'elles peuvent voir, ce qu'elles peuvent observer, soit être capable de s'anonymiser pour tout simplement ne pas être reconnu par la caméra. Et on finira sur comment utiliser d'une part des technologies d'anonymisation et d'aveuglement, et d'autre part des résultats un peu plus abstraits pour optimiser l'utilisation de ces systèmes. Donc, comme on vient de le dire, les caméras de surveillance, maintenant, on en voit partout. La plupart des grandes villes en sont équipées à grands frais parce qu'on considère, en tout cas au niveau décisionnel, que c'est le moyen facile à mettre en œuvre qui doit nous permettre de lutter contre la criminalité en ville, voire même de faire de la surveillance citoyenne. Les chiffres, notamment en Angleterre, qui sont assez précurseurs dans le domaine, c'est à peu près une caméra pour 32 personnes. Donc les questions qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que ces caméras, est-ce que ces systèmes de vidéosurveillance peuvent être utilisés, peuvent vraiment fournir de la sécurité? Est-ce qu'on peut vraiment les utiliser à des fins d'enquête policière? Est-ce que c'est vraiment fiable? En fin de compte, est-ce qu'on peut compter sur le système? Et d'un autre point de vue, est-ce qu'on peut s'amuser à l'attaquer et de quelle manière? Donc, la technologie, donc, voilà pour l'anglais, CCTV, Closed Circuit Television, donc un système de caméra mis en place dans une zone précise dans le but de la surveiller, de surveiller ce qui s'y passe. On va d'abord essayer de différencier plusieurs types de caméras qui vont être utilisées. Vous avez en première partie forcément les caméras qui vont être en réseau physique, donc câblées, ou les caméras qui vont être en réseau Wi-Fi. On va attaquer l'une ou l'autre de deux manières différentes forcément. Vous avez les caméras Wi-Fi qui sont forcément moins chères, plus simples à installer, moins d'entretien, qui vont être évidemment plus faciles à attaquer. Vous allez trouver ça dans les commerces, dans les petites propriétés. Alors que les caméras câblées nécessitent quand même un coût d'installation certain, puisqu'il y a toute une infrastructure à mettre en place. Deuxième aspect à prendre en compte, leur mode d'orientation. Est-ce qu'on va avoir besoin d'une caméra fixe, donc plutôt vieille technologie, pour surveiller une porte, surveiller un couloir, ou est-ce qu'on va préférer utiliser une caméra PTZ, donc les Pan Tilt Zoom, qui sont des caméras mobiles, les caméras dômes que tout le monde connaît maintenant, qui peuvent être manipulées par un opérateur dans un poste pour surveiller une zone un peu plus large ou se concentrer sur un détail, faire du suivi, etc. Dernier aspect, au niveau technique, vous avez deux technologies principales forcément, la caméra couleur, la caméra noir et blanc. Ce qu'on trouve de plus fréquent en termes de vidéosurveillance, c'est forcément de la caméra noir et blanc. Premier aspect, c'est l'aspect des coûts. Une caméra couleur va tout de suite être beaucoup plus chère et a le net inconvénient en situation sous-éclairée, vous aurez moins de détails, vous aurez moins de dynamisme. A contrario, si vous êtes en noir et blanc, forcément, vous perdez de l'information, vous perdez du détail. Les voitures bleues seront la même couleur que les voitures rouges. C'est pas forcément évident du coup pour si vous voulez faire un suivi efficace. Ensuite, ça c'était pour les techniques. On va passer aux technologies. Vous avez deux principales technologies en termes. Je ne vais pas parler de caméras analogiques, on en trouve presque plus. Donc dans le numérique, vous avez soit les capteurs CCD, donc Charging Coupled Device, soit les capteurs CMOS. Avec chacun évidemment leurs avantages et inconvénients. Le plus courant, c'est le CCD, c'est aussi le plus vieux. Il a plusieurs avantages, c'est qu'aujourd'hui on est capable d'avoir des CCD avec une relativement bonne résolution. La plupart de nos téléphones portables à 12,
16 mégapixels en sont équipés. Ils sont assez peu sensibles au bruit, donc les images peuvent être relativement nettes et ils permettent la couleur. Gros inconvénient qu'on exploitera par la suite, ils sont sensibles à deux effets, ce qu'on appelle le blooming et le smearing. En français, aveuglement, et le smearing, c'est l'effet de traînée verticale. L'effet de traînée verticale est assez simple, tout le monde connaît. Quand vous regardez le ciel à l'œil nu, vous voyez des étoiles, c'est des points de lumière. Si vous le prenez en photo, vous allez voir apparaître des traits. C'est en fait une résonance au niveau des pixels, une résonance optique au niveau des pixels, qui provoque, parce que vous voyez sur la deuxième photo, une traînée lumineuse assez gênante. Le blooming, l'éblouissement, on peut masquer avec beaucoup de lumière. Le capteur CMOS, donc Complementary Metal Oxide Semiconductor, permet un bien meilleur comportement dans certaines situations. J'ai mis donc situation contrastée. Vous prenez l'exemple d'un parking de nuit où il pleut avec des projecteurs. S'il se passe quelque chose dans ce parking, avec un capteur CCD, vous aurez du mal à saisir l'image, à avoir une image nette, alors qu'avec un CMOS, ce sera beaucoup plus intéressant. Le principal intérêt des CMOS, c'est le Region of Interest Functionality. En fait, un CMOS peut être considéré un petit peu comme une zone de mémoire que vous allez pouvoir accéder par adresse. Ce qui permet pour les algorithmes de reconnaissance de forme, notamment, de tout de suite venir chercher l'information là où elle est. Vous donnez l'adresse en mémoire de la zone et on peut traiter uniquement cette zone-là, sans avoir à travailler sur l'ensemble de l'image. Le problème, c'est on ne peut pas l'utiliser pour faire de la vision nocturne. Donc en termes de vidéosurveillance, c'est assez gênant. Enfin, technologie pour tout ce qui est vision de nuit. On va être bien d'accord que si vous voulez faire de la vidéosurveillance, si vous voulez surveiller une zone, si vous voulez surveiller avec le jour, ce n'est pas vraiment intéressant. Il faut être capable de voir dans le noir, en fait. Je vous ai mis 3 images. La première, c'est de l'imagerie infrarouge, qui, malgré une idée assez répandue, n'a absolument rien à voir avec l'imagerie thermique, qui est à côté. L'imagerie infrarouge, c'est des rayonnements, longueur d'onde entre 800 et 1400 nanomètres. Donc c'est juste au-dessus de la lumière visible. Vous éclairez en infrarouge avec une caméra capable de le voir et vous avez presque une image en noir et blanc. L'imagerie thermique, donc ça c'était pour du proche infrarouge. L'imagerie thermique, on est cette fois en infrarouge lointain, plutôt entre 2000 nanomètres et 1 mm, juste avant les micro-ondes, où vous allez voir en fait apparaître le rayonnement, la chaleur émise par les corps. Donc c'est une technologie qui nécessite des capteurs très différents, qu'on appelle les capteurs microbolométriques, et qui valent excessivement cher. C'est pour ça qu'on les retrouve surtout en toute petite taille dans les systèmes pour les isolations ou dans le domaine militaire. Le troisième, qui est vraiment très différent, donc c'est l'intensification de lumière. Contrairement à l'imagerie infrarouge, c'est un système actif. C'est-à-dire que l'imagerie infrarouge, vous êtes obligé d'éclairer votre objectif pour pouvoir avoir un rendu. L'intensification de lumière, c'est un système optoélectronique qui se contente de la lumière des étoiles ou de la Lune pour vous éclairer. Les coûts sont prohibitifs, les technologies classifiées, c'est strictement réservé à domaine militaire, on ne peut pas y toucher. Donc maintenant, une fois qu'on a vu un petit peu ce qui se faisait dans le domaine, on a plusieurs techniques, on a plusieurs technologies en termes de caméras de surveillance, donc forcément ça implique plusieurs types de solutions pour s'attaquer à ces systèmes. Ici, je vais juste parler d'électronique et d'optique. Je ne prends pas en compte les attaques de type on va mettre de la peinture sur la caméra ou on va taper dessus très fort en espérant qu'elle ne voit plus rien. Voilà. Et on va régler très rapidement un premier cas. Dans le cas des caméras Wi-Fi, on ne va pas s'embêter à créer des dispositifs électroniques complexes, on ne va pas s'embêter à essayer de les viser précisément. Un brouilleur Wi-Fi sur 2,4 GHz, elle ne voit plus rien. Ça marche très bien. Donc, on a vu plusieurs caractéristiques des caméras. Donc, on va imaginer plusieurs manières de les attaquer. Vous aviez la première, le blooming effect. Donc, on va les aveugler. Et forcément, si on veut les aveugler à une distance raisonnable, on va faire ça au laser. Deuxième technique, elles sont sensibles, puisque c'est des capteurs CCD ou CMOS, ils sont sensibles à un rayonnement un peu plus large
que la lumière visible pour nous. C'est-à-dire qu'ils vont voir un petit peu d'ultraviolet et aussi un petit peu d'infrarouge, les infrarouges proches. Donc on va essayer de voir comment utiliser des systèmes infrarouges pour anonymiser un visage. Donc avec les lasers, on trouve ça sur Internet, rarement en France, pour les raisons de puissance et de législation. Donc ça, c'en est un qu'on a testé. Je vais faire plusieurs captures d'écran. Donc ça, c'est une webcam que j'ai aveuglée avec un laser de fête foraine. Celui-ci, là, le petit, tout simplement. Donc puissance inférieure à 1 milliwatt. On était à un petit peu moins d'1 mètre. C'est déjà assez efficace. 25 milliwatts, on augmente la dose, on ne voit plus rien. Et comme j'ai voulu pousser un peu plus loin, 200 milliwatts, on est tranquille. Détail intéressant avec les lasers de 200 milliwatts, le quadrillage que vous voyez sur l'image qui est révélé, en fait, c'est la matrice de pixels de la webcam qui était complètement saturée, qui était en train de cramer en fait. Les photos que je vous ai montrées, c'est des captures d'écran que j'ai faites. J'étais devant ma caméra, j'étais à 1 mètre, je pouvais viser précisément. En situation, si on veut aveugler une caméra sur le terrain, on va rarement être à ces distances-là, plutôt de l'ordre de 15-20 mètres. Donc effectivement, c'est facile d'aveugler à 1 mètre. À 15-20 mètres, il faut trouver autre chose. La première solution, déjà, c'est une fois qu'on a visé, on utilise un petit tripode, parce que autrement, vous êtes immobilisé. C'est assez gentil d'aveugler la caméra, mais si on est obligé de rester sur place pour l'aveugler, ben, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on utilise le tripode. L'autre technique, c'est pour viser un peu plus précisément. C'est le petit dispositif que j'ai ici avec mon laser. Là. Une lunette de visée que vous trouvez chez Decathlon, 2 bouts de fil de fer pour faire une croix, vous réglez ça, 2 piles, un laser, vous visez l'objectif de la caméra, vous appuyez, et c'est bon, elle ne voit plus rien. Par contre, il faut maintenir. Je vous ai montré l'image brouillée avec un laser de 200 milliwatts, avec les pixels qui étaient en train de paniquer un petit peu. Donc la question que je me suis posée, je n'ai pas encore pu tester pour l'instant, c'est qu'est-ce qui se passe si j'utilise des lasers un peu plus puissants? Si on cherche sur des sites américains ou sur des sites chinois, on trouve assez rapidement des lasers pour jouer, entre guillemets, de l'ordre de 1, 2 watts, voire même parfois 4 watts. La webcam que j'ai utilisée avec les 200 milliwatts, maintenant il y a des pixels qui sont noirs. Donc je me dis que si on utilise un laser à 1 ou 2 watts, il est plus que probable que la caméra se mette à fumer, à distance. Ensuite, partie un peu plus technique. Comment, cette fois, on ne va pas chercher à aveugler la caméra. Donc la caméra, pour avoir la scène, on va juste essayer de faire en sorte qu'elle ne puisse pas nous reconnaître ou qu'elle ne puisse pas refiler la photo à un dispositif de reconnaissance faciale pour retrouver la personne. Déjà, il fallait comprendre comment ça marche. Donc je me suis fait une caméra infrarouge, c'est tout bête, ça se fait en 2 minutes, avec une webcam. Vous la démontez et à l'intérieur, vous avez un tout petit filtre infrarouge. En fait, c'est une plaque de verre qui a des reflets légèrement verts, qui a été installée par le constructeur pour éviter que l'image soit saturée d'infrarouge. Puisque la caméra est capable de les voir, ça ne rendrait pas bien. Les 2 photos que vous avez en dessous, j'avais 2 webcams et une lampe à infrarouge. La première, c'est forcément avec le filtre, donc on ne voit absolument rien. La deuxième, c'est un de mes camarades de laboratoire qui s'est prêté à l'expérience, donc vision nocturne. Ce qui m'a permis ensuite de faire les essais sur cette caméra. Quand on parle de masquer son visage avec de l'infrarouge, on tape ça sous Google et vous allez trouver une multitude de petits sites vous expliquant des petits tutoriaux. Vous prenez une paire de lunettes, de LED infrarouge, une pile et c'est bon, on ne vous voit plus. Il y a plusieurs soucis à ça. Je l'ai reproduit pour essayer. Donc, vous êtes déjà alimenté en continu. Le problème d'une alimentation en continu, si vous voulez avoir des LED à haute puissance, c'est que vous ne pourrez pas en mettre beaucoup. Et vous aurez 2 options. Soit vous mettez beaucoup de courant et vos LED brûlent, soit vous ne mettez pas beaucoup de courant et vous n'avez aucune lumière. Donc ça ne sert à rien. Le deuxième problème, c'est que les LED qu'on utilise dans ce domaine sont effectivement à haute luminosité, mais revers de la médaille, elles ont un angle d'éclairage très faible, de l'ordre de 12 degrés. C'est-à-dire que si j'ai mes lunettes avec mes 2 LED et je regarde la caméra en face, effectivement, elle ne va pas me voir parce elle sera éblouie. Si je tourne ma tête de 12 degrés, elle me voit. Donc ça ne sert à rien. Je me suis penché un peu plus sur toute la partie technique des LED.
pour voir que si on veut les utiliser au mieux, il faut une alimentation à découpage, il faut les faire traverser par un ampère et il faut un timing extrêmement précis. Donc on oublie l'alimentation continue, on passe à des alimentations un peu plus techniques. C'est juste en fait une alim à découpage, pour ceux qui font un peu d'électronique, un montage astable qui pilote un montage monostable pour donner ce signal. Vous allez alimenter vos LED pendant 100 microsecondes toutes les 10 millisecondes. Ça fait des flashs. Le taux de rafraîchissement de la caméra est inférieur à cette période, donc elle n'y voit que du feu, elle voit un éclairage continu. Et même si elle a un échantillonnage qui augmente, elle va se mettre à scintiller, parce qu'elle va avoir des flashs à des moments, ne pas en avoir à d'autres. Donc vous allez avoir des rainures qui vont venir vous barrer l'écran, c'est plus pratique. Deuxième circuit, si on veut un certain nombre de LED pour masquer proprement le visage, une pile 9 volts, c'est certes transportable, mais pas suffisant. Donc là, c'est juste un montage buck pour passer en fait de 9 à 40 volts. Vous pouvez mettre tous vos LED en série du coup. Donc pour ce montage, vous avez 15 LED connectés en série. Elles sont traversées par un ampère, mais pendant une période de temps très très courte, donc elles refroidissent, c'est pas dangereux. Et ça vous permet par exemple de faire un collier de LED, de faire un casque de LED, une casquette de LED. J'ai apporté mon prototype ici. Bon, il va falloir être gentil parce que c'est encore un prototype. Hein. C'est encore un petit peu laid, mais bon. C'est juste un casque de moto. À l'intérieur, j'ai planqué une pile, une alimentation, et autour, je ne sais pas si vous voyez, si tout le monde voit, vous avez tout un collier de LED qui fait le tour du visage. Donc du coup, quand vous portez ça, bon, les gens vous regardent bizarrement parce qu'il y a des petites loupiottes, mais une fois que je les aurai cachés, ce sera mieux. Le résultat, s'il y a une caméra de surveillance dans les parages, c'est ça, en infrarouge. À l'œil nu, on ne voit rien, la caméra enregistre ça, ce qui fait que du coup, elle ne peut pas le passer à un logiciel de reconnaissance faciale. Je suis anonymisé, je suis tranquille. Maintenant, on va voir, on dispose d'outils, on dispose de lasers, on dispose d'un casque, on peut faire une casquette, ça marche aussi, on peut faire un collier. Donc on va essayer d'optimiser l'utilisation de ces outils pour, à moindre frais, aveugler une zone complète. Donc l'objectif, c'est par exemple en ville, on veut faire passer un convoi de véhicules dans une zone donnée, on n'a pas envie de se faire enregistrer. On va chercher donc à optimiser. On va utiliser des techniques toutes simples de renseignement et un petit peu de théorie des graphes. Le renseignement, on ne peut plus simple, Google Maps, Street View. Vous avez des sites communautaires comme le site que je vous ai mis, parissoussurveillance.net, où vous avez en fait un système communautaire de gens qui enregistrent la position des caméras de surveillance dans Paris, Lyon, Marseille, il y en a même à Seattle, et enregistrent toutes les données par rapport à ces caméras. Est-ce que c'est une caméra hémisphérique? Est-ce que c'est une caméra fixe? Dans quelle direction est-ce qu'elle est braquée? Qui s'en occupe, etc. Et vous avez même un lien pour aller vérifier sur Google Maps à quel endroit elle est précisément. Donc si vous avez un petit peu des mauvaises idées et que vous voulez planifier à votre coup, Google est parfait. Ensuite, on va chercher à minimiser l'utilisation de nos outils pour avoir une efficacité maximale sur une zone donnée. Donc là, cette slide, c'est un petit peu si vous avez des zones un peu grandes, si vous voulez faire du calcul un peu lourd. On va représenter en fait chaque caméra par un nœud d'un graphe et les branches des graphes vont correspondre, par exemple en ville, à des rues. On va relier les caméras entre elles par rapport au fait, est-ce que la caméra A voit la caméra B, ce qui permet de faire des matrices d'incidence, etc. Donc, vous avez le graphe du cas idéal, peu de caméras qui permettent de surveiller globalement une zone complète. Dans les faits, c'est un petit peu différent, parce que les gens qui ont installé des caméras, il y a plusieurs acteurs. Il y a les municipalités, il y a les acteurs privés qui ont envie de protéger leur zone, les banques qui en mettent sur les distributeurs de billets. Donc, il y en a de partout. C'est assez dur de trouver une zone assez propre. Du coup, on va chercher à extraire, après avoir modélisé notre graphe sur une carte par rapport aux caméras, on va essayer d'extraire des sous-ensembles de caméras qui sont celles qui surveillent toutes les autres. Celles-ci, on peut les aveugler
Et pour passer aux autres, se pencher à des techniques moins coûteuses, un peu plus primitives, mais relativement efficaces. Donc peinture, paintball, batte de baseball, ce que vous voulez, avec l'imagination pour ça. Après, bon, c'est juste pour montrer, hein, on peut avoir des zones de plus en plus grandes pour faire un blackout. Je vous avouerai que cette partie-là, c'est plutôt mon supérieur qui s'en est occupé. C'est un peu mon domaine. Un petit exemple, donc ça c'est dans Paris, boulevard Barbès. J'ai pris cet endroit-là parce que c'est un des rares endroits dans Paris où il y a à la fois des caméras et en même temps où il n'y en a pas trop. Je pensais au début faire ça sur une zone un peu plus sensible, palais de justice, palais de la Bourse, caserne Mortier, ministère de la Défense. Sauf que vous avez tellement de caméras qu'on ne peut pas extraire proprement en graphe. C'est pas démonstratif. C'est faisable, mais pas démonstratif. Donc vous avez une zone géographique. Donc sur le premier cadran, on commence juste par afficher le graphe. Je ne sais pas si vous voyez entre la... Est-ce qu'il marche lui ? Oui, bon, il marche plus. Si vous voyez entre la node 1 et 4, j'ai mis une flèche. C'est juste parce que vous avez les caméras, on connaît leur angle de visée. Les caméras rouges sont des caméras placées par la municipalité. Donc les rondes correspondent à des caméras hémisphériques qui peuvent surveiller tout le périmètre autour. Et les salles qui font une espèce de V sont des caméras fixes. Donc comme ça, on a leur angle de vision. En bleu, c'est les opérateurs privés. Donc par exemple, la caméra bleue qui est un petit peu en haut au milieu, qui est à la fois hémisphérique et à la fois qui ne l'est pas, c'est un distributeur de banque qui en fait ne voit qu'une demi-sphère. Donc en premier lieu, vous modélisez votre graphe avec les caméras capables de voir les unes les autres. Vous placez leurs liens pour vérifier qu'elles soient bien sur la même rue, etc. Deuxième cadran, c'est on imagine qu'on veut faire passer un convoi de véhicules dans la rue modélisé par les nodes 1, 2 et 3. Donc ensuite, on identifie quelles sont les caméras capables de surveiller les nodes 1, 2 et 3, donc c'est 5, 6 et 7. Et si on arrive et qu'on aveugle 5, 6 et 7, on peut aller mettre un coup de batte de baseball dans 1, 2, 3, 4. Et pareil pour 4, 8 et 9. Si elles vous gênent, vous êtes plus surveillé. C'est-à-dire que si vous arrivez derrière la caméra, si vous avez aveuglé les 3 qui sont en noir, vous pouvez vous approcher de celle-ci sans être inquiété et faire ce que vous avez à faire. Petite conclusion. Donc, d'un certain côté, on peut considérer que la caméra de surveillance est, pour nos décideurs, un moyen de surveiller, d'apporter de la sécurité dans des zones où on ne pouvait pas implanter des agents, etc., etc., etc. Et on s'aperçoit que finalement, si on s'intéresse ne serait-ce qu'à l'aspect technique de la chose, c'est un système qui est relativement faible, puisqu'il suffit qu'on prenne une de ses caractéristiques essentielles, notamment la vision de nuit, pour retourner le système contre lui-même. Le casque que j'ai conçu, si on retire le casque et on comprend que la partie électronique, ça coûte moins de 20 €. Le laser, c'est de la fête foraine, du décathlon, il y en a pour même pas 10 €. Donc c'est un système qu'on peut mettre à bas relativement facilement avec vraiment des coûts ridicules. Et dans le modèle actuel, on n'a pas vraiment de sécurité. Ensuite, les aspects commerciaux, on ne va pas vous vendre du matériel en vous disant non, l'attaquant pourra arriver tout simplement avec son casque, vous ne verrez rien venir. Non, on va vous dire, on a mis un système spécial, mais on a testé sur des modèles, on a essayé, bon, on passe. Et après, privé de joke de mon patron, ça ne sert à rien de tout aveugler vu que nos décideurs le sont déjà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions. Oui, bonjour, excusez-moi. Est-ce que ça marche en plein jour, du coup, le casque infrarouge, enfin les diodes infrarouges pour masquer? Alors oui, ça marche en plein jour. Les photos que j'ai faites, moi j'étais obligé de masquer un petit peu derrière moi, qu'on voit quelque chose sur l'image, parce qu'autrement c'était vraiment trop saturé. Alors les caméras ont un système assez spécial, pour la plupart.
quand elles sont un peu évoluées, en fait, vous avez un système, le filtre infrarouge dont j'ai parlé, il est branché à un petit cerveau-commande et un détecteur de luminosité. Donc quand il fait jour, ils installent le filtre. Donc forcément, les infrarouges ne passent plus de ce côté-là. Et dès que la luminosité baisse, il remonte le filtre et il allume les LED infrarouges pour faire une rétroprojection. Donc sur certaines caméras, ça peut marcher. Notamment quand c'est des caméras, on spécifie qu'elles sont expressément des caméras infrarouges. Oui, ça marche très bien. Très très bien même. Alors après, on peut utiliser des caméras essentiellement infrarouges. Ma petite webcam que j'ai faite là, j'ai enlevé le filtre infrarouge, donc effectivement c'était saturé. Si vous rajoutez un petit morceau de pellicule photo argentique surexposé, en fait, c'est un très bon filtre à lumière visible et du coup vous captez que l'infrarouge. Vous avez souvent quand je fais des serrures de jour? Bonjour, je voulais savoir si ça marche pour les radars. Alors effectivement, c'est la question à poser. Oui, ça marche pour les radars parce que il faut bien qu'ils voient ce qui se passe de nuit. Donc oui. Alors on a pris contact avec la gendarmerie nationale en leur expliquant qu'on avait peut-être une idée pour masquer les plaques. Alors leur réponse tenait en 2 mots, intérêt et doute. Intérêt parce qu'ils veulent améliorer le système et doute parce qu'ils ne pensent pas que ce soit faisable. Donc ils nous ont autorisés à faire des tests sans vouloir nous laisser le résultat de nos tests. Donc on n'a pas pu les faire. Et puis je finirai là-dessus, justement avec les radars, pour éviter tout ce qui était fraude liée à une plaque de plexiglas devant la plaque d'immatriculation ou une petite couche de vernis pour que ça brille avec le flash. Leurs nouveaux radars sont équipés de caméras essentiellement infrarouges.